Merci d'être venu. Nous allons parler de PostgreSQL. Ce que j'aime par rapport à ça, c'est que la plupart des gens qui parlent de ça, ils parlent de systèmes d'administration, des réplications, c'est extraordinaire, etc. Je ne vais pas vous parler de tout cela. Il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler car je n'ai que 40 minutes. Et au départ, lorsque j'ai fait les slides, j'ai fait quelque chose comme 160 slides et j'étais vraiment frustré car avec toutes ces slides, je ne pouvais vraiment parler que de... Enfin, ça ne représentait que 1% de ce que je voulais dire, voilà. Je vais donc vous parler de quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est quelque chose qui s'est produit il y a à peu près 3 mois. Je me suis réveillé, je me suis levé, je me suis dit « Ah, j'ai compris, je sais comment je peux faire des objets et des programmes directement par rapport à Postgres. » Et voilà, ça c'est l'histoire que je vais vous raconter. Tout d'abord, nous avons quelque chose qu'il faut comprendre ici, c'est-à-dire qui je suis. Et c'est écrit Grégoire Hubert et Akantek Labs, c'est une petite agence et nous faisons Symfony 2 et nous faisons Symfony 2 et la plupart des fois nous faisons Symfony 2. Quelquefois lorsque nous rentrons chez nous, nous faisons ceci là, c'est amusant et on parle de composants de Symfony. Vous pouvez me contacter par Twitter et sur la première slide ici, si vous voulez utiliser ces informations, ce serait vraiment très apprécié. 40 minutes. Je vais donc parler d'amour. Car PHP c'est sur les éléphants et Postgres c'est également sur les éléphants. Et par conséquent, nous allons parler d'amour entre les éléphants, parmi les éléphants. PostgreSQL, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est trop de temps. Évidemment, la première ligne a été écrite en 1986 et 89 c'était la sortie, donc ce n'est pas vraiment un projet qui date d'hier. Voilà, aujourd'hui, c'est la version qui est assez stable, 9.1, et ils sont préoccupés de la cohérence. Ils sont vraiment fanats de cohérence. Ils ne vont rien laisser passer si le résultat n'est pas prévisible. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a des caractéristiques qui apparaissent avec la version actuelle aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus important que le code. En fait, c'est un point de vue. La plupart du temps, lorsque vous travaillez sur les applications, les schémas d'application, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez d'application et la base de données, c'est comme un cylindre en bas du schéma. Mais si vous vous rapprochez de tout cela, au départ, évidemment, il y a le site Internet avec la base de données, et alors que ça se développe, vous avez besoin de davantage d'applications autour de la base de données. Et si vous mettez des éléments simplement à l'intérieur de l'application, afin de vous assurer de la cohérence des données, alors vous allez être piégé, vous allez être bloqué si vous avez d'autres applications qui proviennent au-dessus de la base de données. Donc, quelquefois, c'est très important de s'assurer de la cohérence directement à l'intérieur de la base de données. C'est ce que nous allons faire. La structure et les types. La première partie. Les schémas. En fait, vous ne savez pas si vous avez déjà utilisé PostgreSQL avant et si vous avez utilisé des schémas. La base de données, c'est quoi? Elle est composée de schémas. Les schémas contiennent tous les éléments de base de données, les tableaux, par exemple, les types, et d'autres choses. Et ici, vous pouvez par exemple trouver la liste des schémas que j'ai sur mon ordinateur portable dans ma base de données, ce qui signifie que j'ai pratiquement tous mes projets préférés dans la base de données. Et c'est vraiment très pratique car voilà, ça vous facilite la tâche. Ça dépend des CLL que vous avez mis sur les objets à l'intérieur des schémas et sur les schémas. Vous pouvez avoir accès aux objets ou pas, à partir d'un schéma ou à partir d'un autre schéma. Par exemple, si vous jouez avec des bundles, eh bien, tous les bundles peuvent avoir des tableaux ou d'autres objets qui viendront dans leur propre objet. Dans leur propre schéma, il n'y aura pas de collision de noms. Et vous pouvez appeler votre tableau commentaire, par exemple, ou post pour un post-blog. Et au blog post, il n'y a pas de problème si vous les mettez dans leur propre schéma respectif. Très bien.
Il y a également quelque chose que nous devons garder en tête ici, la structure. Bon, nous concevons les bases de données par le biais de contraintes. Les types font partie de ces contraintes. Alors bien entendu, PostgreSQL possède beaucoup d'intégrateurs fixes, float, etc. sur les 4, 8, enfin de longueur de 4 à 8 bits, les cutters, les caractéristiques, les textes booléens, les mots bits, par exemple, et les bits variables, c'est-à-dire que vous pouvez écrire des parties de bits de taille variable, et c'est très pratique si vous ne voulez que les stocker sur un masque, si vous voulez utiliser masque, Tombstone et Intervo, Tombstone avec les time zones, ou time zone, ça dépend de ce que vous voulez, et les fils de texte binaires, les textes binaires, etc., etc. Alors, un petit descriptif de ce que vous pouvez faire avec strings, par exemple. Ici, j'ai simplement envie de vous montrer si cette ligne de texte avec accent, GF8, ben, c'est le support ici. Est-ce que c'est string? Est-ce que c'est vérifié par cette expression régulière, habituelle? L'expression habituelle accentue les lettres également. Oui, 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 on peut vérifier cette expression habituelle. C'est le langage PostgreSQL pour deux. Est-ce que je peux diviser une ligne de texte dans un ensemble en se basant sur une expression habituelle? Oui, je le peux. Donc voilà, on sort du sentier battu avec les types géométriques. Les types géométriques comme les points, les cercles, les segments, les boîtes, les polygones et d'autres choses également si vous voulez. Vous pouvez avoir des représentations géométriques du temps par exemple, de l'argent et vérifier ainsi avec... et les opérateurs avec Postgres qui sont absolument extraordinaires. Bon, par exemple, ce point qui sont localisés dans 0, 0, 0 est contenu dans le cercle à 1, 1 avec le rayon de 1. Bon, manifestement, ce n'est pas le cas. Et donc, cela signifie que vous pouvez utiliser cela dans les requêtes directement et vous pouvez utiliser cela dans les contraintes également lorsque vous mettez en place les tableaux et les sous-types. Bon, les segments perpendiculaires, oui ou non, c'est la même chose avec le parallélisme, évidemment. Eh bien, il y a des dizaines et dizaines d'autres opérateurs tels que celui-ci. Vous pouvez faire des requêtes directement avec les données. Et certains d'entre vous vont adorer celui-ci. Le INetType, si vous stockez les NSS, POST ou des trucs comme ça, vous pouvez vous dire, eh bien, le 9 masque de cet autre, c'est lequel, c'est quoi? J'ai choisi plus particulièrement ce réseau avec ce WordNet Mask. Est-ce que cet hôte, est-ce qu'il appartient à ce réseau? Et cela signifie que dans la requête, vous pouvez directement sélectionner à partir du tableau d'hôtes, donc les autres qui appartiennent à ce réseau. Vous pouvez voilà, les sélectionner directement. Il y a beaucoup d'autres opérateurs également de JSON. Par exemple, je parlais de JSON car c'est la nouvelle mode. Eh bien, on le considère comme... ça ressemble à la version 8 de JavaScript et ça ne fait pas partie de la langage supporté par le PostgreSQL 9.2. Donc, beaucoup de gens commençaient à manipuler JSON au sein de PostgreSQL parce qu'il y a le nouveau type. Et voilà, simplement dans l'utilisation de la fonction dans JSON, directement appliqué à un tableau. Voilà, nous nous débarrassons ainsi de WordTable comme résultat de JSON. Bon, certains l'utilisent directement comme sous-client. Il y a maintenant comme une petite couche qui joue le rôle d'un web server. Est-ce que vous pouvez faire ceci? Et on appelle simplement les procédures, voilà. XML, ça fait partie de PostgreSQL depuis très longtemps. Je voulais simplement vous montrer une méthode assez pratique, XPath. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, XPath auparavant. Qui a utilisé XPath auparavant? Donc, vous êtes des développeurs Internet et web. Donc, par conséquent, vous pouvez travailler sur XPath dans la base de données également. Par exemple, ici, j'ai essayé de prendre le texte à l'intérieur des balises. Et manifestement, j'ai deux réponses ici. J'ai deux réponses. Regardez ceci. C'est quoi cela? Ça ressemble à JSON, mais ce n'est pas JSON, c'est un arrêt. Et cela signifie que le PostgreSQL supporte les arrêts également, des arrêts de tout type, dont j'ai parlé auparavant, qui peuvent être des nœuds également. Donc j'ai sélectionné un arrêt. Et j'ai un arrêt ici. Les arrêts dans la base de données, ça veut dire que j'ai également des opérateurs.
Pourquoi? Parce que je sais que les arrêts, par exemple, font des pages sérialisées afin d'avoir une représentation d'un arrêt, mais le truc, c'est que vous ne croyez pas que ça vient d'un opérateur. Par exemple, j'ai demandé ProgSQL, est-ce que ces éléments biteux? Et bien entendu, oui. Est-ce que ça peut être vrai? Oui, bien évidemment, c'est vrai. Est-ce que tout cela, ou certains d'entre eux, peuvent être des arrêts de cercle ou des arrêts d'adresse PRL? Oui. Alors évidemment, le sujet à la mode aujourd'hui de ProgSQL à l'intérieur de ProgSQL. Donc en fait, c'est une extension de ProgSQL ici, le type qui existe depuis ProgSQL 8.4, et cela vous permet d'avoir une structure dans un champ, une structure ProgSQL dans un champ, ce qui signifie que ça veut dire que si vous avez les outils en question, vous pourriez directement enregistrer PHP, les arrêts PHP dans le ProgSQL. Le PostgreSQL, c'est très pratique car vous pouvez faire des requêtes dans un de ces domaines. Et un exemple, une requête par exemple, et j'ai sélectionné la valeur de PKKey où il y a un keylop. Alors manifestement, vous avez un ensemble qui n'a qu'un seul rang, qui satisfait les conditions, et voilà, il y a deux. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, c'est que des streams. Et cela signifie que vous pouvez avoir des données optionnelles et vous pouvez même faire des requêtes à l'intérieur de ces données avec un tableau. Vous pouvez également limiter certains types. Par exemple, ici, j'ai créé un sous-type sur le point, le type du point ici. Bon, c'est pas très long, manifestement, afin de stocker les données de longitude et latitude. Et j'ai créé une contrainte afin de permettre seulement les points entre moins 90 et plus 90. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que je peux toujours utiliser l'opérateur qui s'appliquait au type de point. Ce qui signifie que, par exemple, c'est quoi la différence entre Notre-Dame et la cité universitaire? La distance, pardon. Eh bien, si j'ai la latitude et la longitude, tout ce que j'ai utilisé, c'est l'opérateur de distance. Et parce que cela va me donner des distances angulaires. Pourquoi? Parce que c'est les angles qui sont en question. Je dois multiplier cela par la circonférence de la Terre, etc. Donc comme constante qui est à peu près comme qui ressemble à ça. Et cela me donne 3 km et 99 et 996 mètres. Si je vérifie sur Google Maps, eh bien j'ai quelque chose 100 mètres et erreur. Donc ça peut fonctionner pour des courtes distances. Sinon, vous devez créer votre propre petit procédure afin de prendre en considération la rondeur de la Terre. Les rangs, rows en anglais, vous pourriez combiner apparemment les types afin de créer un ensemble de données cohérents. Ce sont des rangs, car dans la base de données, nous manipulons des rangs. En fait, nous manipulons des ensembles de rangs et par conséquent, je peux simplement dire, voilà, donnez-moi un rang de ceci. Et PostgreSQL, voilà ce que ça va nous donner. Donc vrai, c'est booléen, et ici, voilà. Le dernier, les objets. Les objets, eh bien les objets dans le sens où nous réfléchissons, où nous pensons aux objets. À chaque fois que vous créez une vue ou un tableau dans le PostgreSQL automatiquement va créer le type d'accordance. Si vous avez par exemple un tableau de ville avec varchar et un point, afin de stocker la longitude et la latitude et la longitude et la latitude, alors j'ai une ville, le type de la ville. Je peux simplement choisir le type de la ville à partir du tableau. J'ai un champ qui est réservé ici, c'est-à-dire avec autant de rangs que de villes. Et cela signifie que vous pouvez manipuler directement. Bon, il n'y a qu'une seule valeur en fait. Et nous allons vous montrer, je vais vous montrer ce que nous pouvons faire avec cela. Ce que nous avons appris à partir de cette première partie, il n'y a pas de raw data. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous parle de raw data, ils ont tort, en fait, car chaque donnée est intentionnelle. C'est très, très important de garder ça en tête, car vous pouvez simplement avoir des données pour avoir des données. Non, je ne sais pas. C'est simplement des données. C'est ridicule. Les données, c'est ici ou c'est pas. Là, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas d'intention derrière chacune des données. Les données, nous avons également des structures. Les structures, c'est quoi? C'est les contraintes. Et c'est la raison pour laquelle la base de données doit être une référence de structure, car dans la base de données, tout est structuré avec des contraintes. Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous parler des check constraints qui sont vraiment très bien. L'exclusion des contraintes, c'était vraiment une caractéristique extraordinaire. Je veux par exemple, je ne sais pas,
je veux prendre une salle comme celle-ci entre 10 et 12, et vous pourriez peut-être placer une contrainte d'exclusion sur un temps avec un opérateur overlapping, afin que les gens n'occupent pas cette salle en même temps. Et vous pouvez par exemple mettre cela dans un indice, PostgreSQL va empêcher les gens à occuper la salle en même temps. Eh bien, si vous n'utilisez pas la base de données afin de mettre les contraintes, vous allez devoir le faire dans le page per layer ou ne pas le faire du tout. Nous allons maintenant parler de PostgreSQL car nous avons des petits échantillons de code simplement pour... Bon, c'est pas un troll, en fait, il a vraiment dit ça. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est très important également de prendre conscience qu'à chaque fois que vous manipulez des données, la façon dont vous allez les retirer, eh bien, c'est très important. Si vous retirez des raw data, par exemple des données brutes, incohérentes, vous devez les préparer et les traiter avant de faire quoi que ce soit avec ces données. Ça s'appelle la présentation, les couches de présentation. Les couches de présentation, c'est l'art de traiter les données brutes avant de faire de l'arithmétique ici. Le plus chaotique, le plus complexe, le processus, et ça sera beaucoup plus dur de les traiter, de les tester. Et voilà, c'est la raison pour laquelle Inus et moi-même pensons que la structure des data et leur relation est beaucoup plus importante car cela rend les calculs beaucoup plus simples. Bon, les ensembles, eh bien, nous manipulons des ensembles de rangs et les ensembles, c'est quelque chose qui sont produits par des déclarations, la sélection, vous savez, mais vous pouvez ne pas savoir que vous pouvez également générer des rangs et des ensembles avec des données intégrées également. Et nous allons pouvoir les combiner ensemble. Donc le générateur d'ensemble, vous pouvez me croire, voilà, c'est inutile. Vous pouvez vous dire, mais non, mais en fait c'est très utile. C'est tellement utile et à chaque fois, par exemple, que vous voulez créer des statistiques au niveau mensuel, si rien ne se produit pendant un mois, et sur la base de données, ça ne pourra pas vraiment produire ce mois et dire rien ne s'est produit pendant ce mois, car elle ne possède pas les informations, elle ne sait même pas que le mois existait. Donc vous devez générer le mois de 1 à 12 afin de vérifier est-ce que quelque chose s'est produit ce mois-ci, oui, non. Donc, voilà, et à partir de là, il y aura des résultats. Les ensembles fixes, et tout d'abord, vous pouvez vous dire, bon, bah, très bien, c'est encore beaucoup plus inutile que le premier exemple. Mais en tout état de cause, c'est tellement utile que ça m'a pris 8 ans avant de comprendre. Quelque chose de très utile. Si vous utilisez une requête avec un tableau, par exemple, vous pouvez dire, voilà, très bien, je veux 5 usines les plus productives aux usines, 2 en Chine, en Europe, 10 en, je ne sais pas, par exemple, Afrique. C'est simplement avec une requête. Les ensembles persistants, bon, c'est simplement des ensembles, mais qui sont persistants. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, par définition, les ensembles peuvent être étendus. Cela signifie que, par exemple, ici, bon, quelque chose que j'aime bien. Je viens de découvrir il y a un mois à peu près que plutôt que de sélectionner comme cela, vous pouvez faire tableau et quelque chose. Bon, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Si je veux par exemple étendre le tableau de zone urbaine que nous avons vu auparavant, eh bien, je peux simplement utiliser l'étoile là-bas et ensuite rajouter un nouveau champ dans l'ensemble qui, par exemple, dans ce cas en l'occurrence, avec la densité, la population, la densité démographique par kilomètre carré. C'est très facile à faire et je peux étendre les ensembles en rajoutant des champs supplémentaires. C'est vraiment très pratique car on a vu il y a quelques minutes qu'il y a beaucoup de types et beaucoup d'opérateurs. Et je n'ai pas parlé de toutes les fonctions mathématiques, les fonctions statistiques, le cosinus, le sinus, etc. Et tous les calculs, vous pouvez le faire à partir de la base de données. Et ici, si j'ai besoin de densité urbaine, alors bien entendu, si vous utilisez un URM, bon, très bien, un ORM, vous pouvez créer un navigator qui va calculer comme cela spontanément la densité. Eh bien voilà, ça va fonctionner. Et voici le résultat. Mais bon, par exemple, si vous voulez montrer les catégories, le classement, pardon, montrez-moi le classement mondial des zones urbaines en se basant sur la population et en se basant sur le classement des pays. Si on fait cela avec PHP, eh bien, bonne chance. C'est tout ce que je peux vous souhaiter.
il y a, bon, quant à qu'est-ce que nous allons, comment, bon, les fonctions des Windows, en fait, c'est quoi? Ce sont des fonctions qui fonctionnent avec des data window. Et nous utilisons donc la fonction rank qui classifie les résultats en se basant sur Windows, sur la base des populations. Donc ça figurera dans l'ensemble de tous les résultats générés ainsi. Donc ce champ au niveau mondial. Et ici, je peux créer une fenêtre sur la base des pays et sur la base des populations en ordre décroissant. Donc voilà la classification des pays. Je viens de rajouter l'ensemble avec 2 champs supplémentaires qui me donnent ces résultats. Il y a d'autres fonctions Windows. Vous pouvez par exemple demander, voilà, donnez-moi le précédent, le suivant, ou alors les résultats accumulés, ou les sommes accumulées, les pourcentages, ou quoi que vous vouliez, car les fonctions Windows sont très utiles lorsque vous voulez créer, par exemple, des résultats en se basant sur des appels individuels. Par exemple, sur un forum, pour ce thread, l'utilisateur a été le plus drôle, par exemple. On va voir maintenant comment on peut aplatir les ensembles. Aplatir les ensembles. Alors évidemment, vous pouvez vous débarrasser de certains rangs en rajoutant des conditions, mais bon, ça c'est le filtrage. Vous pouvez également les aplatir en utilisant des fonctions agrégées, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, tout le monde sait ce que c'est, car tout le monde sait compter. On a découvert très récemment qu'on peut même apporter un nom ici dans le comptage. Ici, si j'utilise des comptages en se basant sur le nom des colonnes, seulement les résultats non connus vont être comptés. C'est quelquefois très utile. Et évidemment, la population, tout le monde sait comment s'y prendre. Et voici les résultats. Vous pouvez voir la Chine, par exemple, qui est certainement le pays qui possède le plus de zones urbaines dans le monde. Il y a des fonctions agrégées, le comptage, les moyennes, le maximum, les sommes, etc. Boulot, bon, c'est peut-être très pratique quelquefois. Voilà, sur ce champ, par exemple, si tous les champs sont vrais, alors l'agrégé sera 2. Et évidemment, on peut appliquer à toutes les conditions et toutes les colonnes qui sont ainsi agrégées. Agreg, ça agrège tout dans un arrêt. String ag. Bon, agrégé également avec un séparateur dans le stream. XML ag. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire celui-ci? Les variances, covariances, échantillons, corrélations et toutes les statistiques que vous pourrez trouver ici et là. Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici dans les agrégats statistiques, eh bien, il faut noter que PostgreSQL supporte le langage comme langage procédurier. Bon, maintenant, retirer le UNM par pays. Par exemple, bon, c'est très bien, mais vous savez que la Chine a 41 zones urbaines. Est-ce que ce serait peut-être sympathique de retirer tous les noms? Oui, on peut, en utilisant array ag. Ici, eh bien, ça va agréger tous les noms dans un arrêt. Ça veut dire quoi ce tableau? Ça veut dire que je suis capable de dire que pour chaque pays, voilà, j'ai aplati tous mes ensembles, 41 zones urbaines, et voici, bon, évidemment, j'ai biaisé la liste parce que, bon, en fait, j'ai raccourci parce que ça ne va pas, il n'y aura pas eu assez de place. Voici la liste des noms. Bon, ce matin, je me suis réveillé et j'ai compris, je peux travailler sur les relations avec Postgres. Est-ce que ce serait vraiment sympathique de trouver des objets, les noms des objets? Voilà, donnez-moi par exemple toutes les zones urbaines des villes, les villes, par pays. Voici les résultats. Donc j'ai utilisé cela avant cette belle journée. Voilà, je me suis dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré une relation avec une requête, le père et tous les fils. Je vais vous expliquer cela davantage. On va prendre un autre exemple. Je t'aurais pas tweet. Bon, pratiquement tous ici on tweet et nous avons une relation entre ces deux tableaux. Vous avez l'auteur ainsi que plusieurs tweets. Et dans votre vie précédente, afin de retirer tous les auteurs et leurs tweets,
Qu'est-ce que vous aviez fait? Bon, vous avez sélectionné, par exemple, à partir de l'auteur, et pour chacun des auteurs, vous avez dit, très bien, sélectionnez tous les tweets par auteur, et ensuite, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais bon, cela aurait donné lieu à un X nombre de requêtes. Ici, par exemple, si je fais un réagrégat, bon, comment est-ce que je peux récupérer tout avec une requête? Si j'utilise le réagrégat, qu'est-ce que je peux faire? Récupérer l'auteur et agréger les tweets. Est-ce que vous pouvez également classifier les tweets? Oui, on va en parler un peu plus tard. Mais bon, c'est une très bonne question. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai des objets tweets sous forme d'arrêt pour chacun des auteurs. J'aborderai ce point un petit peu plus tard, mais c'est également une excellente question. Alors, allons un peu plus loin. Expression de table commune. Avant cette conférence, parfois il fallait faire des sous-sélections. Et d'ailleurs, en général, c'est le pire moment de la journée. Parce qu'en général, il faut passer par toute une phase de debugging, de débugage. Et là, ça se rapproche un petit peu de la question que vous avez posée. Donc en général, on procédait à quelque chose d'assez similaire, là. Select, alias, colonne, quelque chose. Je souhaite récupérer toutes les zones urbaines avec la population pour chaque pays et ensuite tout récupérer par pays. Or là, on va dire, montrez-moi les sous-sélections. Donc là, je crée un ensemble, on le connaît déjà, select name rank, avec classement de population par pays. Et là, j'ai mon select name country, population d'une zone urbaine. Et where classement égale 1. Le classement, je l'ai défini au-dessus. Donc là, c'est le même procédé, avec un peu moins de performance, certes. Mais là, au moins, c'est juste 1 million de fois plus simple à développer, à lire, à comprendre et à débugger. Donc on perd un peu en performance, mais on gagne énormément d'un autre côté. Là, on va déclarer un sous-ensemble. Et avec ces mêmes colonnes, on va tout mélanger avec les noms. Et il va trouver, ah tiens, voilà, j'ai le même nom, donc je vais tout joindre en fonction des noms. There it is. On vient de dire que les tables sont en lien avec les ensembles. Et là, on va générer, par exemple, 100 enregistrements. Et chaque fois, j'aurai une deuxième colonne que j'ai intitulée données, avec des données aléatoires, par exemple. Si vous souhaitez créer des tables temporaires, c'est possible. Et d'ailleurs, là, ça vous permettra de gagner en rapidité, notamment pour ce qui est de la récupération. Donc voilà le résultat, bien entendu. Dernier élément et pas des moindres. Les CTE écrivables. Normalement, vous allez vous dire... Enfin, je devrais dire qu'en PostgreSQL, vous allez pouvoir faire la chose suivante. Supprimer à partir du document où
tout est fini et ensuite on va pouvoir tout retourner. Donc récupère-moi tout ce que je viens d'effacer de cette table. Et avec cette déclaration, ça me donne une autre déclaration qui telle qu'indiquée sur la diapositive. Donc au lieu d'avoir une table de documents avec des centaines de champs, supprimer, oui, et puis quand c'est supprimé, je vais avoir telle et telle table qui est active, donc ça nous donne des centaines de champs nuls. Là, au lieu de tout ça, je vais avoir deux types d'objets, des documents actifs et d'autre part les documents archivés. Il peut y avoir différents champs et là, on peut tout transférer de cette façon. Et là, c'est une seule transaction. Ah, démonstration. Donc là, ça vous permet de tout voir par le biais de la base de données avec un mapping sur la table locale. Les ressources, alors, elles peuvent être des tables sur une autre base de données, des tables sur un autre serveur, des tables sur une autre marque de serveur. Non, pas besoin de lire. Et là, on peut tout coder. Alors, c'est un Python pour l'instant. Alors, si j'ai tout fait comme je devrais pouvoir créer une nouvelle table, sélectionner ces champs de www foreign data wrapper. What would be there? Symfony Live, isn't it? Symfony Live. Like this? Symfony Live. Okay. No. I'm going to select or just do table. Je vais juste faire table. Here I have. Voilà. I have the last tweet. Les derniers tweets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parlait de ma présentation d'ailleurs? Voyons voir. So you can do the same with your Gmail account. Vous pouvez faire la même chose avec votre compte Gmail. Là, c'était juste des exemples pour le Foreign Data Wrapper. Mais ça peut être extrêmement utile. Donc, si vous avez le bon driver, cela vous permet de voir à peu près tout sous forme de table ou d'ensemble. PG, c'est un moteur de recherche relationnel. Une fois que vous avez défini tel ensemble, etc., vous pouvez voir... à peu près tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez également trouver des relations sur une requête et vous pouvez les relier à toutes les fonctions intelligentes. Tel que je vous l'ai dit précédemment, la présentation des données de façon correcte, c'est essentiel si on souhaite avoir des traitements aussi simples que possible. Alors, comment utiliser tout ceci avec PHP? Tout d'abord, PDO. C'est la première solution. Non, en fait. Non. Là, c'est pas bien parce qu'en fait, PDO, ça vous donne absolument aucune structure, aucune conversion de type, aucune gestion des classes. Donc là, vous allez juste récupérer toute une liste de parenthèses, etc. Donc, ça ne marche pas. DVL, ORM, alors là, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement couplés aux tables. Donc, vous allez perdre finalement la flexibilité des ensembles. Donc, bien entendu, je peux très bien utiliser des méthodes pour avoir plus d'accesseurs, mais ça ne va pas non plus remplacer les fonctionnalités Windows. Alors bien entendu, peut-être que vous pouvez développer votre propre opérateur
Mais là, vous risquez de vous heurter à un certain nombre d'obstacles. Donc là, une fois que vous avez récupéré votre structure de table, il vous faut la manipuler pour qu'elle puisse être intégrée à tous vos calculs. Bon, là, c'est une expérience personnelle en utilisant les ORM. Et là, finalement, le seul avantage, c'est que parfois, vous en avez besoin. Si vous travaillez sur un projet, une base de projet, vous savez que les bases de données, finalement, bon, elles sont là et là, la question qu'il vous faut vous poser, c'est avez-vous besoin d'une couche DBL? Voilà la réponse. Concernant la gestion de toutes les structures que nous avons passées en revue. Ça, c'est pour toi, François. Je te l'ai dédié. POM, ce n'est pas un ORM. Il va juste être au-dessus de PDE. PDO. Donc là, vous allez avoir un petit schéma qui va vous dire oui, c'est une entité, etc. Et donc là, vous pouvez tout convertir selon la couche PHP la plus adaptée. Entité et objet, avec un peu de chance, ils seront basés sur la classe PHP. Alors là, c'est sur le type de convertisseur. Bien entendu, vous pouvez avoir une extension en fournissant votre propre type. J'avais fait, par exemple, un travail sur un site en POM avec les transformateurs électriques, avec des types de réponses HTTP. Alors, ça va permettre de également d'étendre vos ensembles avec plus ou moins de rangs, avec plus ou moins de lignes. Et donc là, il faut que le système comprenne bien. Bon, alors combien de changer, plus, moins. Et donc cela vous permet finalement de mettre des bananes dans les cases où il devrait y avoir des pommes. Et bien entendu, vous pouvez très bien le faire si c'est votre souhait. Mais après, c'est du ressort des développeurs. Alors c'est également, il y a un couplage assez pas très strict avec les tables, et ça va permettre de faire un mapping des ensembles pour vos itérateurs PHP. De plus, les schémas PG sont transformés en espace de nom PHP, PHP 5.3 à tous les cas. Et ça permet aux développeurs de pouvoir profiter de tous les avantages liés à PGSQL. Il y a également des outils qui vous permettent d'avoir une introspection sur les bases de données pour la génération de classes, la production de classes. PHP peut uniquement faire ceci au cas par cas, alors que là, c'est bien plus flexible. Ça vous permet de simplifier votre code PHP en lui fournissant les données auxquelles il s'attend. Là, c'est pas moi qui le dis. La simplicité est la condition prérequise à la fiabilité. Avez-vous des questions? Une petite démo. Yes. This is
Oui, bien entendu. I won't do it like this online because I don't know if I've started my LXC container right now. But there is on coolcamps.org, like by example, Sur introduction ce to POM. site, il y a une introduction à No, POM. this is not what I wanted to do. Non, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Yes. Nope, that's the old presentation. Ça, c'est do l'ancienne that. présentation. Yes. This example, by example, is quite nice Alors ça, cet because exemple, it il reads est assez from Google sympa. Weather, which is an XML API. Ça se So what fonde it sur does- Google Weather, Google Météo. Well, here this is the first step. Bon, là, c'est les premières étapes. Here is, by example, the result of a generation. Là, over on there. peut voir le Example. résultat d'une production ici. I use the old composer, as J'ai you can see, utilisé because this l'ancien tutorial has been made, I don't know, 2 or 3 months ago. Parce que ce tutoriel date déjà de 2 ou 3 mois. And I declare a POM service. Well, Voilà la and façon here, dont j'ai I define procédé. that I'm going to use Et a ici, database j'ai défini using que this, j'allais utiliser DSL, by une example. base de données So ayant please give me the recours first and the à only database you Process have. Register the converter point to be ADSL. able to, because point is not used by default by POM, by example. J'ai dit And qu'il return faudrait the que ce soit services. utilisé So par here, défaut. I can do Et with retour des that services. just, thank you. I can do very easily with, Donc là, très simplement, I have the code for that. où POM est-ce qu'ils service, sont this les is not codes? what, POM service, Well, non. I will show that to you. Je Here vais is the essayer de vous le example, montrer. Donc là, par what is generated exemple, by the ce qui est scanner généré of the par le database. scanner de le scanner So you de la have- base de it's very- données, donc it's very like you've used already if you très use Propel before or Doctrine or similaire à whatever. Propel You have- ou in fact, you have to Doctrine. understand that it's not active Il vous record, faut which I really don't comprendre like. que ce n'est pas un enregistrement You have actif. entities, by example, Vous avez city des over entités, par exemple And this city, is ville, like the class that is used to et c'est la communicate classe qui va être utilisée pour this communiquer class entre and the cette database, the classe structure et of la the base city de into the données. database. So here you have the structure Donc là, of vous the avez la city, structure and de here la you have all the ville, et methods là, that vous retrieve avez cities. And here you will tout put ce your qui own va finders, récupérer your les own SQL villes, query to retrieve cities, et obviously. cela vous And permet here donc you have the de base city map, because récupérer this is les infos what dont is vous avez fetched from the besoin, database, what is inspected et from the de la database. base de données sera extraite And la after that, carte de la ville. what I've Et ended to après do in this demo, ceci, dans cette that, démo, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? no, over there. I ended in doing, well, such things. This is XML. In fact, C'est there it en is. XML. What I did at the end is that, Alors à la fin, I don't have an example, I fetched directly the j'ai XML récupéré into a table, directement le XML using dans XML une XPath table to ensure en that the utilisant XML is XPath correctly formatted. afin de m'assurer que Then la I create a formulation view était correcte. Puis that j'ai is créé doing une vue all the XPath avec tous les querying XPath from this XML, en and it requête. does output this. Et ainsi, And on this a one. obtenu ces résultats. C'est Pas celui-là, pardon. Ouais, c'est celui-là. This is an entity, which is Là, this c'est une one. So I extract une directly entité. from the XML. Donc This j'ai directement information. extrait du XML But cette it's information. very costly to directly Mais query ça XPath prend stuff. So this beaucoup makes time, d'efforts, si especially vous now, voulez. because I have one call every 4 hours, so now I have more than 100,000 records Maintenant, into the si XML vous voulez, data. So if I dans do les select données star from XML, whatever, it just takes ages je to dois do. faire So what I do beaucoup is plus I de extend choses. Donc my table city j'ai by adding a new étendu, extra column, which is from the type. ou plutôt of my j'ai view. ajouté une nouvelle So colonne here, avec I type can de store vue. directly Donc là, je from peux within stocker the table directement depuis la a table measurement entity. une entité So de every time I mesure. store a new record Donc XML chaque record, fois I que fetch j'enregistre the values from the view and store it into the city table to have the last ces measurement. données, cela me permet que ce soit fait de façon automatique.